Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Prochain point sur l'information, ce sera à 8h avec le Flash Info, 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou télécharger tous nos programmes, nos chroniques et nos émissions sur notre site internet www.radionotre-dame.com. Votre rendez-vous à 7h35 tous les matins, c'est le grand témoin avec vous, Louis Dauphren. Le grand témoin. Louis Dauphren. Yes, we can, qu'il disait. En espagnol, ça se traduit Podemos, me semble-t-il. Ils l'ont fait, cette percée aux élections législatives, qui place l'Espagne dans une situation tout à fait inédite. Mariano Rajoy ne sait pas comment il va gouverner un pays déjà marqué par la tentation séparatiste. Et ce n'est pas qu'un fait d'Ibère. Cela va bien au-delà, puisqu'en deçà des Pyrénées, on le sait bien, tout le monde s'interroge et songe à l'effet domino dans l'Europe entière, surtout après les élections régionales que l'on a connues chez nous. Mais comme disait Pascal, on le sait bien, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc on ne sait pas si les situations sont parfaitement superposables. En tout cas, nous dit notre grand témoin Christophe Barret, pour une autre Europe, Podemos, dont on va parler ce matin. Hier l'Italie, la Grèce, aujourd'hui l'Espagne, demain la France, avec un point d'interrogation. Bonjour Christophe Barret. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez pris la parole à nombreuses reprises à mesure que les heures passaient sur la situation espagnole. C'est quand même une situation complètement inédite, c'est vrai le mot inédit là ? C'est tout à fait vrai. Pour la première fois depuis 1978, depuis la transition démocratique espagnole et la mise en œuvre de cette nouvelle constitution à l'époque, eh bien, le Parlement va être ingouvernable, un peu ingérable, où la majorité sera très difficile à trouver. Le roi d'Espagne, il a 2 mois pour trouver un Premier ministre. Au-delà de ces 2 mois, de nouvelles élections devraient être réorganisées. Donc tout est suspendu. Et c'est un scénario probable en plus. Et c'est un scénario probable. Alors hier soir, aux dernières nouvelles, le gouvernement Rajoy proposait aux socialistes et à Ciudadanos une grande coalition à l'allemande. Vous voyez, il est important de s'intéresser à ces phénomènes d'un point de vue européen. Ça a été refusé. Mais il persiste, bien sûr, chacun, là on est dans un premier round, dirions-nous, pour prendre un peu une image. Chacun va camper sur ses positions, Podemos a refusé, et bien sûr, il s'agit de tout faire pour que ce gouvernement ONI n'ait pas sa majorité. Il faut, pour la première investiture, un vote à la majorité absolue. 176 députés. 176. S'il n'y a pas de gouvernement investi avec 176 députés, il y a une deuxième votation, dirions-nous en Suisse, qui ensuite se fera la majorité relative. Est-ce que c'était une situation prévisible ? C'était tout à fait prévisible, oui, tout le monde l'attendait. Alors, les Espagnols y ont tout de même eu recours à cette solution parce que pour eux, ce changement de personnel est aussi un changement générationnel et peut-être aussi le signe d'un peu plus de démocratie en Espagne. Pourtant, normalement, cette démocratie espagnole... Alors justement, on va essayer de l'analyser, on va entrer dans le sujet. D'abord, peut-être la photographie des élections et des forces en présence, puisque 110 députés, je crois, viennent d'arriver, n'étaient pas présents sous la mandature précédente. Tout à fait. Donc c'est quand même un cataclysme. Oui. On essaie d'imaginer ce que ça représente pour nous. Oui, et traditionnellement, une petite chose qui fait la différence avec la France, c'est aussi la présence de partis nationalistes, régionalistes, dirions-nous. Ça fait 10 partis au total présents dans cette assemblée, avec donc des gens qui n'étaient pas de nouveaux députés, qui sont ceux essentiellement donc, de Ciudadanos, le Podemos de droite. J'entendais parler du peuple de droite tout à l'heure. Ben voilà, c'est ça, Ciudadanos. Donc les citoyens. Les citoyens, c'est le Modem, tout simplement, c'est le Modem espagnol. Et puis Podemos, donc, qui est cette nouvelle force très ancrée sur le mouvement social, qui en veut beaucoup au Parti socialiste d'avoir, selon lui, vendu un petit peu les droits sociaux aux politiques d'austérité. C'est l'équivalent de Mélenchon ? En plus intelligent, je dirais. C'est-à-dire que Pablo Iglesias et ses compagnons ont tout fait pour casser justement le vieil appareil qui pourrait être celui du front de gauche en France. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Officiellement, les relations sont au mieux, mais Podemos n'a pas un fonctionnement peut-être aussi vertical, il n'a pas de hiérarchie interne aussi forte que peut exister par exemple celle du front de gauche, avec une organisation en cercle, l'utilisation des réseaux sociaux pour faire remonter
les idées et faire adopter les différentes motions qui ont servi à constituer un programme, le fonctionnement est tout différent. Et la génération aussi est différente. Les gens de Podemos sont une nouvelle génération. Hein. La leçon à retenir des élections de dimanche, c'est que les Espagnols ont voté pour la déprofessionnalisation des carrières politiques. Ça, c'est un point qui a été essentiel. C'est un point important, oui, tout à fait. Alors, Christophe Barret, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. C'est à Autun, en Bourgogne, que vous êtes né en 70. Vous avez grandi dans une ville imprégnée d'histoire, les vestiges gallo-romains, la cathédrale romane. C'est dire que vous êtes tombé dans l'histoire dès le plus jeune âge. Et c'est Marion Duchesne qui retrace votre itinéraire. J'ai toujours été très intéressée par la politique, raconte Christophe Barret. J'ai donc choisi l'histoire pour comprendre le monde contemporain. Étudiant à Dijon, il se rend à plusieurs reprises en Allemagne dans le cadre du jumelage de la ville avec Mayence. J'ai beaucoup d'amis étrangers, explique Christophe Barret. Je me suis toujours senti très européen. Prof d'histoire durant 20 ans, ce grand lecteur de Dostoïevski est aujourd'hui attaché d'administration aux Archives nationales. Sa mission, développer des projets éducatifs interculturels pour éduquer à la citoyenneté européenne, et des activités autour du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, mais aussi sur l'après-Révolution française. C'est dans ce cadre que Christophe Barret essaie d'intéresser les jeunes à des moments partagés de l'histoire avec l'Espagne. L'Espagne, cet amateur et danseur de flamenco en est tombé amoureux dès le collège. Il entretient avec elle une certaine intimité. 12 ans que Christophe Barret fréquente Séville et l'Andalousie. Il a ainsi scruté de près le mouvement des indignés et l'émergence du parti Podemos, objet de son tout premier essai paru aux éditions du Cerf. Son objectif, comprendre le regard que portent sur nous les étrangers, comprendre l'altérité entre deux cultures, avant de chercher à créer des ponts. Qu'est-ce que nous apprend Podemos du populisme, de la souveraineté? En quoi ces discours sont parfois très messianiques et empreints de religiosité? Autant de questions auxquelles l'historien tente de répondre dans un ouvrage qui s'adresse au grand public. Le prochain livre de Christophe Barret peut être une biographie de Pierre Pascal, un intellectuel catholique qui s'est autrefois rallié à la révolution soviétique. Voilà, Christophe Barret, portrait signé Marion Duchesne. Les questions sur ce qu'est réellement Podemos, aussi la situation de l'Église, comment l'Église se situe par rapport à ce mouvement. On sait que l'Espagne est proche, mais en fait si proche, si loin aussi culturellement parlant. Vous nous en parlerez, Christophe Barret. Une petite chose à corriger sur le dernier point, Pierre Pascal. Ah oui, une biographie peut-être que je devrais préparer, mais pas celle de Pierre Pascal. Il vient d'en sortir une justement excellente aux éditions Noir et Blanc de Sophie Curé, que je vous conseille justement sur l'engagement religieux en politique et sur l'engagement religieux aux côtés du marxisme. C'était à l'époque de la révolution bolchevique. Ça m'a inspiré pour analyser un petit peu certains des personnages de Podemos. Alors allez-y Fania, expliquez-vous. On peut commencer par cette... on parlait des différences, de l'altérité culturelle. Certains écrivains, quand a émergé Podemos, ont décrit une chose qui est très connue, qui est le fond religieux de la gauche espagnole et d'un peuple finalement empreint de culture traditionnelle catholique. Alors, est-ce que c'est la foi, est-ce que c'est la culture? On peut en parler, c'est à discuter, mais qui se méfie des hiérarchies. Et ça, il y a une culture très populaire qu'il est important pour nous d'analyser, qui est à rapprocher aussi de la culture populaire américaine. Quand un militant de Podemos, par exemple, a écrit quelque part qu'on est au Venezuela, par exemple, ce serait un scandale que de laisser la religion à la droite. C'est quelque chose que Hugo Chavez, qui n'est plus de ce monde, mais enfin disait que le Christ était le plus grand des socialistes. Donc voilà, on est dans cette culture populaire, dans un contexte de combat culturel ou de théologie du peuple, en fait, qui est apparu à Buenos Aires, à l'université catholique et dans sa faculté de sociologie, qui cherche un petit peu à intégrer le peuple à la pastorale. Ça, c'est très intéressant. Le pape François a été très proche de ces courants-là. Le pape François et Podemos ? Pas le pape François et Podemos, mais enfin, Pablo Iglesias a essayé d'obtenir une audience auprès du pape en passant par ces gens-là. Il l'a obtenu ? Il ne l'a pas obtenu, bien entendu, mais il a essayé. Pourquoi bien entendu ? Parce que on est quand même pour le Saint-Père, dans la base politique. Enfin, oui, ce sera un soutien manifeste. Ce sera un soutien manifeste, voilà. En tout cas, la période n'est peut-être pas propice, mais peut-être que... Parce qu'il y a quand même beaucoup de représentants politiques qui ont rencontré le pape. Là-dessus, je peux vous renvoyer une autre lecture, c'est celle de Juan Carlos Canón, qui est un frère jésuite et qui a fait paraître son témoignage aux éditions du Cerf aussi, sur son compagnonnage avec le pape François, où voilà, toute cette histoire un petit peu de la théologie du peuple, qui est une branche un petit peu de cette fameuse théologie de la libération, s'est développée
à Buenos Aires et puis dans toute l'Amérique latine. Donc il y a une inculturation du catholicisme comme ça dans le peuple qu'il faut comprendre, voilà, une piété populaire qui était rapprochée un petit peu du messianisme communiste traditionnel, mais qui est prégnant en Amérique latine et sur laquelle Podemos peut aussi un petit peu compter dans une certaine mesure en Espagne. Ce n'est pas à négliger, ce n'est pas le fond de leur affaire. Pablo Iglesias, que les choses soient claires, professe un athéisme complet, mais il existe dans Podemos un cercle des spiritualités progressistes, par exemple, où la recherche d'une certaine religiosité est manifeste. Est-ce que c'est un pont avec l'Église institutionnelle ? Non, absolument pas, parce que l'Église traditionnelle, la hiérarchie est vraiment aux côtés du gouvernement de Mariano Rajoy. Enfin, rappelez-vous des grandes manifestations qui ont suivi les tentatives de rétablissement d'une législation plus dure contre l'avortement, ont vraiment créé une fracture très forte. Très forte. Et dans Podemos, il y a beaucoup de critiques justement vis-à-vis de ces rapprochements, de ces tentatives de rapprochement avec le pape. Il y a des gens qui vont rappeler ces positions sur les questions sociales qui rendent incompatible le militantisme de la gauche radicale avec celui des catholiques. Mais il y a une église catholique qui a une forte action sociale en Espagne et il y a des gens de gauche engagés là-dedans. Christophe Barret, normalement le pape François devrait prendre un petit peu à revers cette contestation venue de la gauche qui justement attaque l'église catholique sur son côté institutionnel et très droitier, héritier peut-être du franquisme, mais qui aujourd'hui est moins vrai. C'est-à-dire qu'on a moins d'arguments contre le pape François pour dire c'est l'église des riches, c'est l'église du pouvoir, c'est l'église de la droite quand même. Oui, ce qui est intéressant justement, je commence mon chapitre un petit peu qui s'appelle Le temps des franciscains, donc, bien que le pape soit jésuite, par une citation du directeur de la Vanguardia, qui est le grand journal de Barcelone, qui reçoit Pablo Iglesias. Les gens de Podemos sont des gens très transparents, ce sont des gens qu'il est facile de connaître et qui sont fort respectables de ce point de vue parce qu'ils ne cachent pas leurs idées, ils dialoguent, même avec l'ennemi. Pablo Iglesias dit en politique, on apprend toujours plus de l'ennemi que de ses amis, ce qui est vrai, je pense. Et le grand directeur de ce journal, donc la droite, centre-droit barcelonais, dit dans un entretien à Pablo Iglesias, mais sans le pape François, vous ne seriez jamais arrivé là où vous en êtes. Et les deux personnages, alors je ne suis pas bien sûr vaticaniste, mais parlaient un petit peu c'est vrai, du tournant progressiste du pape François, ça c'est Pablo Iglesias qui prononce ces paroles, tournant progressiste, mais aussi ce qui les intéressait, ces deux personnages, Pablo Iglesias, le directeur de la Vanguardia, c'était cette manière que le pape a de se tourner directement vers le peuple, de l'admonestation aussi, de sa hiérarchie, de ce clergé. Le pape aussi, il s'en est pris à la caste. T'es populiste alors en fait. Je ne sais pas, peut-être comme boutade, un peu pour réveiller nos auditeurs, on pourrait parler d'un populisme papal, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, dans le discours aux cardinaux de février dernier, il y a cette mise en garde contre une caste qui serait complètement déconnectée de l'Église. Bon. En tout cas, Christophe Barret, ce que vous nous dites, ce que j'aimerais quand même comprendre, c'est quelle est la part dans ces élections de ce qui tient au passé, vous qui êtes historien, de ce qui tient aux événements de 1936 en Espagne, qui ont durablement marqué ce pays. Oui. Est-ce qu'on est dans la répétition constante d'un événement qui n'en finit pas de finir? Non, parce que justement, il y a la question institutionnelle est réglée, c'est-à-dire que Podemos, même s'il se réclame de la République, ne demande plus, comme il y a un an par exemple, un changement, ne planifie plus, disons, un changement de la Constitution. Les seuls changements demandés sont demandés en matière sociale, pour l'inscription dans la Constitution de 5 droits sociaux essentiels. On n'est pas monarchiste à Podemos, on le dit, mais on serre la main du roi quand on vient le voir, quand il vient au Parlement européen. Voilà. Donc les choses s'apaisent politiquement. C'est pas les deux Espagnes, elles irriguent bien sûr l'imaginaire de chaque camp. La République irrigue l'imaginaire de Podemos. Ces 5 droits à inscrire dans la Constitution, quels sont-ils? Alors ce sont des droits très simples, basiques, un droit au logement, droit à l'électricité et puis quelques autres. Ce sont des droits en fait de la vie de tous les jours. De la vie de tous les jours, voilà. Parce qu'il y a une dégradation du niveau de vie des Espagnols. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Podemos, c'est la convergence d'un marxisme effectivement qui a perdu l'histoire. Les dirigeants de Podemos m'ont dit plusieurs fois, on a perdu l'histoire plusieurs fois. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on parlait, vous avez vu tout à l'heure quelques intervenants qui se demandaient comment imposer leur hégémonie culturelle à eux. Ben voilà, Podemos, on a utilisé ce terme, il faudra y revenir dessus.
Lui, son objectif, c'est de faire sortir la gauche radicale de sa marginalité. Et bien sûr, le mouvement des indignés en a été l'occasion. La crise économique en a été l'occasion. Donc, le Podemos, c'est la convergence de deux choses. C'est un marxisme qui veut faire son aggiornamiento, c'est un marxisme du XXIe siècle, qui puise ses sources donc, en Amérique latine, où on parle beaucoup de cette redéfinition. Et donc, qui accepte de bazarder, on peut dire le mot, pas mal de choses. Le drapeau rouge, pas de drapeau rouge, on ne chante pas l'international, ça s'appellerait Mélenchon. Mélenchon n'est pas venu à Paris au seul meeting qu'a organisé Pablo Iglesias. Officiellement, tout va bien, mais il n'y était pas. Bon, il y avait les gens du Front de gauche, Pablo Iglesias a vu les gens du Front de gauche, mais il n'y avait personne sur la tribune, c'est intéressant. Et donc, ce mouvement, bien sûr, c'est marxiste. Pablo Iglesias dit que quelqu'un qui affirme son marxisme, je suis marxiste, mais qui sait que le changement radical ne peut venir qu'en période de crise, et la crise économique, elle a permis un changement de valeurs, un retournement de valeurs qui font que les valeurs individualistes du progrès, celles qui font croire en un progrès permanent, sont un petit peu retombées, ce qui donne une opportunité, pour tout le monde, pas qu'à la gauche, à la droite aussi, mais les gens de Podemos ont décidé de jouer leur jeu, et ils y sont bien arrivés. Est-ce que, Christophe Barret, l'Espagne est un pays qui vit les choses dans la violence ou une certaine forme de brutalité? Parce qu'ils sont sortis. L'Espagne était, à ma connaissance, beaucoup moins développée que d'autres pays européens. Ouais. Et le franquisme a contribué d'ailleurs à cet isolement quand même de l'Espagne, et qui a découvert la société de consommation finalement dans les années 80, alors que nous, on l'a découvert dans les années 60. On a découvert cet aspect-là quand même beaucoup plus tôt. Oui. Il y a eu la Movida quand même qui les a un petit peu réveillés. Mais oui, tout à fait. Il y a eu un changement énorme dans les années 80-90. Oui. Je constatais, on parlait tout à l'heure de mes passages fréquents en Andalousie, c'est vrai que je constate une certaine naïveté quand même dans le consumérisme. Vous pouvez avoir 10 vendeurs dans un magasin pour essayer d'adapter le chaland un peu. On était dans une ferveur qui effectivement a duré un peu plus longtemps que chez nous, une frénésie qui a duré un petit peu plus longtemps que chez nous, avec aussi, ça c'est le poids des économies européennes qui compte. On est dans une Europe périphérique, donc, qui n'est pas une Europe industrielle, dont l'essor était fondé sur le tourisme et le bâtiment, donc deux secteurs où la corruption était très développée, parce que si les élites actuelles sont sanctionnées, c'est parce que c'est à cause des politiques d'austérité et aussi de la corruption. Et ces deux secteurs donc, ont correspondu à la création d'une bulle immobilière donc, qui a éclaté après 2008 et qui a fait que, faut toujours rappeler les chiffres, 23% de la population active s'est retrouvée au chômage, 50% des jeunes on a envie de au moins faire table rase et au moins d'avoir à la tête du pays avoir affaire à des gens décents. Il y a un lien de cause à effet direct entre les personnes au chômage, les personnes victimes de la crise et le résultat de Podemos. C'est ce ménage qui a été fait. C'est de se dire que même si les choses ne vont pas redevenir roses demain, les responsables ne seront plus là. Les responsables de la catastrophe ne seront plus là. Ce n'est déjà que justice. Alors aujourd'hui, que peut faire Christophe Barret, Mariano Rajoy? Parce que le chef donc, de Podemos, donc troisième force politique en Espagne maintenant après ces législatives, a déclaré que sa priorité serait la défense de la souveraineté de l'Espagne, dont il ne veut plus qu'elle soit une dépendance de l'Allemagne. On voit qu'il y a un projet politique fort qui se situe à l'échelle européenne, et vous avez écrit Podemos pour une autre Europe. Donc ça déborde quand même assez largement, on va en parler aussi après 8 heures, ça déborde largement du cadre espagnol. Voilà, tout fait. Alors, cela dit, ces gens de Podemos sont des internationalistes, mais ce sont des internationalistes qui parlent aussi de souveraineté. Alors ne nous y trompons pas, c'est pas la souveraineté de Villiers ou de Marine Le Pen, ou même de Dupont-Aignan, c'est la souveraineté du peuple. Donc c'est ce que j'appelle dans mon livre une souveraineté sans drapeau, avec toutes ces ambiguïtés, qui est une souveraineté populaire. Le vieux rêve de Podemos, c'est bien sûr la société autorégulée. C'est pour ça que le rapport à l'État et la manière de l'État est tout de même intéressant, parce qu'il y a un aggiornamiento. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on accepte la Constitution telle qu'elle est et de jouer le jeu de la démocratie, c'est un grand progrès. Alors, c'est un peu la société des égaux. Un peu. Voilà, tout à fait, complètement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de naïveté non plus. C'est ça qui est intéressant. Ces gens sont des pragmatiques. Les gens de Podemos sont des pragmatiques. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, Pablo Iglesias se coupera sa queue de cheval. Je ne sais pas. C'est pas bien de se moquer du physique des gens, mais enfin voilà, on parle un petit peu dans la conversation. Vous êtes moqué très légèrement. Voilà, je m'en suis moqué très légèrement. Voilà. En Espagne, on fait beaucoup de petites plaisanteries comme ça, de chiste.
Pablo Iglesias va s'en prendre, va dire par exemple c'est vrai qu'il y a trop d'Allemands dans le groupe des gauches européennes dans lequel il fait partie. Il estime que si l'Europe du Sud doit faire entendre sa voix, même des camarades de gauche allemands ne sont peut-être pas les mieux placés pour faire comprendre. Donc il y a quand même une approche là, de la chose nationale qui me semble intéressante, qui est au-delà un petit peu de l'internationalisme aussi, un petit peu parfois désarmant qu'on observe dans la gauche radicale. Donc ils sont européens ou pas européens ? Ils sont très pro-européens et leur pari c'est de changer l'hégémonie, un petit peu d'imposer leur hégémonie culturelle à eux, on reviendra sur ce terme, au sein du Conseil européen. Ça j'en suis moins convaincu. Je pense que Podemos révolutionne la gauche espagnole. C'est acté maintenant. On va voir s'ils ont un petit poids sur le gouvernement de l'Espagne. En Europe, c'est pas donné. Il y a le grand frère Syriza qui s'est un petit peu cassé les dents contre Il y a un précédent. Il y a un précédent grec d'une capitulation de Syriza qui est inquiétant. C'est-à-dire que, en fait, vous nous dites, Christophe Barret, qu'on a quand même une configuration absolument inédite parce que l'Espagne se retrouve aujourd'hui peut-être à devoir revoter. Oui. C'est le scénario qui se présente, un peu d'ailleurs comme en Grèce où il y a eu un référendum qui n'a servi à rien, mais bon, on a convoqué les citoyens aux urnes, et mine de rien, ça ne permet pas de sortir de l'impasse. On a l'impression qu'on arrive maintenant en Europe à certaines situations où l'impasse, à la fois des partis de gouvernement et même des partis qui contestent, tout le monde se retrouve dans une impasse. Oui, mais ça joue en faveur des partis contestataires et de Podemos. Oui, mais Syriza, vous l'avez dit, s'est retrouvé aussi dans une impasse, donc... Oui, sauf que Syriza est au pouvoir, Podemos ne l'est pas, et que à terme, ça joue quand même en défaveur des partis hégémoniques. Des partis de gouvernement. Des partis de gouvernement. Et il y a un remplacement naturel des partis de gouvernement. Je pense qu'ils ne se régénèrent pas. Non, ils peuvent déjà plus se régénérer. Tout ça est à penser dans le contexte de ce que certains appellent la post-démocratie, c'est-à-dire des conséquences politiques de la mondialisation. C'est-à-dire que pour garantir un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui la compétitivité du territoire, les gouvernements se trouvent contraints d'accepter toujours plus de règles finalement qui ne sont plus fixées par les nations mais au niveau mondial. Donc ça c'est la vraie question d'aujourd'hui que tout responsable politique a à se poser. Quelle est ma marge de manœuvre ? Comment se réapproprier les outils de la décision ? C'est en fait la véritable question qui se pose. C'est radicaliser la démocratie, comme on dit chez Podemos. Vous aimez les oxymores, ils aiment les oxymores. On va y revenir justement. Et on n'en parle pas qu'à gauche. Podemos pour une autre Europe aux éditions du CERF. Christophe Barret est avec nous ce matin, il est historien. Après l'édito de Gérard Leclerc, on se retrouve et après les infos bien sûr de Flora Cortés. Pour lutter contre le cancer, chercheurs et médecins de l'Institut Curie travaillent ensemble pour que les innovations bénéficient au plus vite aux patients. Mais rien ne peut se faire sans vous. En faisant un testament en faveur de l'Institut Curie, vous contribuez au tournant décisif qui s'opère maintenant pour vaincre le cancer. La recherche fait reculer le cancer. La recherche a besoin de vous. Pour plus d'informations sur les legs, appelez Agnès Hubert, Institut Curie, au 01 56 24 55 01. 01 56 24 55 01. Installation. Ciel Mon Ordi vous installe votre matériel informatique et le met en route. Dépannage. Ciel Mon Ordi vous dépanne directement chez vous, 7 jours sur 7, que vous soyez à Paris ou en région parisienne. Formation. Ciel Mon Ordi vous forme et vous accompagne. Installation, dépannage, formation. Quel que soit votre besoin, Ciel Mon Ordi intervient directement chez vous dans les plus brefs délais. Et grâce au service à la personne, vous bénéficiez de 50% de réduction d'impôt sur les prestations de Ciel Mon Ordi. 01 46 20 30 58. 46 20 30 58. La Bible racontée comme un roman, c'est le livre de Christine Pedotti. Qui se souvient de la ruse de Rebecca, de la fuite de Jacob, du complot des frères de Joseph ? En nous racontant la Bible, Christine Pedotti nous révèle des héros tendres, violents, passionnés. La Bible racontée comme un roman, le grand roman des passions humaines, un livre XO. 6h-9h, Louis Dauphren, Flora Cortés. Et juste avant 8h, la minute spirituelle. Le temps de l'Avent. Sur Radio Notre-Dame. Bonjour, Père Jean-Marie Crespin. Bonjour. Aujourd'hui, horreur ou bonheur, c'est l'hiver. Pour certains, c'est la catastrophe. Pour d'autres, enfin, le froid, la neige. Rappelons-nous que la notion d'hiver en Afrique est un peu différente que sous nos latitudes. Mais en tout cas, l'hiver, symboliquement, vient nous inscrire dans un rythme propre, un rythme spécifique, plus lent,
mais qui nous introduit dans quelque chose d'extrêmement important pour toute vie humaine. Laisser mourir ce qui doit mourir pour le faire revivre. Voilà le sens symbolique de l'hiver. Chacun d'entre nous, nous percevons qu'il y a des choses à faire mourir. Première chose à faire mourir, bien évidemment, saint Paul nous y exhorte, mourrons au péché. Mais il y a d'autres attitudes, mourrons à certains aspects de notre tempérament, mourrons à certains réflexes, à certaines manières de penser, pour pouvoir renaître. Nous avons la chance d'avoir plusieurs semaines d'hiver où, enfouis dans un rythme plus lent, nous allons pouvoir faire renaître les choses essentielles de notre existence. Je vous souhaite à tous un très bon hiver. Merci Père Jean-Marie Crespin. Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Et le grand témoin revient, Christophe Barret, historien, spécialiste de l'Espagne, Podemos pour une autre Europe aux éditions du CER. On va essayer de comprendre les origines intellectuelles, même religieuses. On en a un petit peu parlé d'ailleurs, du mouvement qui vient de créer la surprise en Espagne. L'Espagne qui est ingouvernable à l'heure où nous parlons. 8h, Flora Cortés. Bonjour à tous. Dans ses vœux annuels à la Curie et au personnel du Saint-Siège, le pape a réaffirmé lundi sa volonté de continuer en dénonçant les nouveaux scandales et en exaltant les vertus nécessaires pour exercer des responsabilités au Vatican. La réforme de la Curie ira de l'avant avec détermination, lucidité et résolution, a tout de suite prévenu le pape lors de ses vœux prononcés dans la salle Clémentine aux cardinaux et évêques qui travaillent au Vatican. Le Saint-Père avait déclenché beaucoup d'hostilité au Vatican avec son discours de vœux de décembre dernier, dans lequel il avait énuméré les 15 maladies qui menacent la curie romaine. Beaucoup de cardinaux l'avaient estimé injuste et excessif. Dans l'actualité internationale, l'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram empêche plus d'1 million d'enfants d'aller à l'école. C'est ce qu'a dénoncé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF souligne que le manque d'éducation est un terreau de radicalisation au Nigeria et dans les pays voisins. Plus de 2000 écoles ont été fermées au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, les 4 pays les plus affectés par les attaques du groupe, et des centaines d'autres établissements ont été attaqués, pillés ou incendiés par les djihadistes selon l'organisation. Les deux chambres du Parlement burundais réunies en congrès extraordinaire ont appelé lundi le gouvernement à préserver la souveraineté du Burundi, dénonçant l'annonce de l'Union africaine du déploiement d'une mission de maintien de la paix dans ce pays englué dans une grave crise politique depuis 8 mois. Dans sa déclaration finale, le Congrès a exhorté le gouvernement burundais à ne pas hypothéquer la souveraineté du pays en cédant à l'UA. Les Centrafricains ont, eux, approuvé à 93% la nouvelle constitution lors d'un référendum tenu les 13 et 14 décembre, selon des résultats provisoires annoncés lundi par l'autorité nationale des élections. Une première étape vers des élections qui doivent sortir le pays d'un cycle de violence. Près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes pour approuver cette nouvelle constitution, étape test avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre. En France, la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine va lancer aujourd'hui un simulateur qui permettra aux bénéficiaires potentiels de vérifier s'ils peuvent prétendre à la prime d'activité, nouveau dispositif d'aide aux salariés à revenus modestes entrant en vigueur au 1er janvier. Ce simulateur, disponible le jour même sur les sites de la CAF et de MSA, permettra également de calculer le montant de la prime d'activité au complément de revenus versés chaque mois à partir du 5 février 2016 sous conditions de ressources aux travailleurs modestes, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 1 500 € net par mois pour un célibataire d'au moins 18 ans. Enfin, quelques 12 000 personnes, membres des services de santé, de sécurité et secouristes ayant participé pendant et après les attentats du 13 novembre aux activités de secours ont été réunies hier à Bercy pour un concert en leur honneur. 8h03, Gérard Leclerc nous parle du père Serge Bonnet qui vient de mourir à l'âge de 92 ans au terme d'une longue épreuve de santé. Pour Gérard, il est juste de rappeler notamment pour les jeunes générations qui était ce dominicain bien connu des auditeurs et des téléspectateurs de la messe du dimanche. Un personnage singulier et original, complètement voué à sa mission sacerdotale. On vous écoute Gérard. C'est par un article de Daniel Rondeau, publié hier dans Le Figaro, que j'ai appris la mort du père Serge Bonnet, une belle et grande figure de l'ordre de Saint-Dominique. Voilà plusieurs années qu'il vivait en retrait de toute vie publique, luttant courageusement contre la maladie d'Alzheimer. C'est d'ailleurs par Daniel Rondeau, qui fut toujours en étroite relation avec lui, que j'avais été mis au courant de la façon étonnante dont le religieux affrontait cette maladie qui met à l'épreuve la personnalité même.
C'était difficile à avaler pour qui savait quel extraordinaire religieux était ce prédicateur remarquable, cet érudit, ce théologien qui assumait le prodige de côtoyer les plus grands génies de la pensée et de défendre en même temps la religion populaire, terriblement malmenée durant les années post-conciliaires. Du côté des génies, j'ai gardé le souvenir d'une réponse que Serge Bonnet avait faite au Nouvel Observateur à propos de la pensée chrétienne. Il avait rappelé la figure de Dom Mabillon, moine bénédictin de la branche de Saint-Maur, enterré, je crois, dans l'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés. Pour le public même cultivé de l'époque, Mabillon, c'était une station de métro et à la rigueur un restaurant universitaire. Peu de gens savaient que c'était un savant de premier ordre qui, par son savoir et la rigueur de sa méthode, incarnait ce qu'il y avait de supérieur dans l'histoire de la pensée chrétienne. Il m'est arrivé par la suite de parler avec Serge Bonnet de l'extraordinaire portrait de Mabillon réalisé par Blandine Barré-Kriégel qui lui rendait enfin justice. Fort heureusement, les éditions du Cerf ont réédité récemment en un fort volume les textes que le père a écrits sur la religion populaire, celle des humbles, méprisée par les esprits forts. Il fallait que ce soit précisément un personnage de sa trempe pour s'attaquer à ce sujet essentiel. Mais il avait encore bien des cordes à son arc, lui qui, comme historien, avait bâti toute une histoire de la sidérurgie lorraine, à l'heure d'ailleurs où elle s'effondrait. J'ai envie de dire chapeau bas devant cet homme de Dieu qui savait dans sa prédication directe toucher les cœurs et qui montrait à quel degré d'humanité peut conduire une consécration dans le sillage de Dominique et de Lacordaire. Merci Gérard Leclerc. À demain, la suite du Grand Témoin. C'est avec vous, Louis Dauphren. Voilà, chapeau bas, plutôt bonnet bas, devrait-on dire justement pour cette figure évoquée par Gérard Leclerc, la religion des humbles. Ça croise quand même le discours qu'on avait tout à l'heure, Christophe Barret, sur Podemos, l'aspect religieux, malgré toutes les ambiguïtés, les liens avec le marxisme, et en même temps un positionnement qui est lié à la culture populaire, y compris dans l'expression religieuse. Alors culture ou foi, on laisse peut-être le point d'interrogation, mais en tout cas, c'est une nouvelle forme dans Podemos, dans ce qui s'est passé. Il y a aussi cette caractéristique-là. Voilà, il y a une lecture qui est d'un ouvrage récent aussi qui vient de sortir, qui peut nous aider un petit peu sur cette piste. C'est l'ouvrage de Lucien Jaume sur la Révolution française et la religion, dans laquelle il affirme qu'il y a plus que des signes ou des manifestations externes de religiosité. Il y a une religiosité dans la Révolution française qui a été, alors on peut se méfier justement quand on est catholique, qui est reprise par Vincent Payon, qui se connaît aujourd'hui diverses manifestations. Je pense que il y a une religiosité à gauche qu'il est intéressant d'analyser. Et qui croise souvent avec les dogmes catholiques. Oui. Enfin, qu'elle interprète ou réinterprète. Voilà, parce que quand on va dans un meeting de Podemos, ça c'est un grand journaliste anglo-saxon qui s'appelle John Carlin qui a fait cette analyse. Et qu'on écoute les discours de Pablo Iglesias, il y a beaucoup de sentences morales, il y a beaucoup de paraboles dans la forme. Et puis, il nous dit John Carlin, il suffit parfois de remplacer le mot pharisien par caste, et puis on aurait une lecture complètement actuelle des évangiles au sens de Podemos. Il y a un côté messianique. Il y a un côté, oui, tout à fait messianique. J'aurais voulu vous retrouver un petit peu le passage d'un discours d'un de ceux qui est aujourd'hui député de Madrid, un des derniers grands meetings de campagne qui a eu lieu la semaine dernière. On est dans un message d'espérance. L'espérance au sens chrétien du terme, il faut le dire, mais c'est quelque chose qui fait pas plaisir. Hein. Il y a des gens qui se font disputer parce qu'ils disent ça en Espagne par des militants de gauche, mais comme historien, obligé de constater le phénomène. Voilà, l'Espagne où les choses bien sûr sont assez clivées entre l'Église institutionnelle, comme on l'a rappelé, voilà, qui est plutôt à droite, enfin très nettement à droite, voilà, et puis ceux qui ne sont pas de l'Église, qui votent à gauche. Alors, Podemos, vous l'avez dit tout à l'heure, propose notamment de rendre inaliénables les droits au logement, à la santé, à l'éducation, aussi de reconnaître. C'est aussi l'une des dispositions qui est peut-être passée un petit peu inaperçue, la diversité des peuples d'Espagne. Ouais. Podemos insiste sur la nécessité de respecter leur souveraineté en permettant les référendums d'autodétermination. Donc Podemos, qui souhaite le maintien de la Catalogne dans l'Espagne, est le seul parti à proposer une telle consultation souhaitée par la majorité des Catalans. Alors là, la question que je me posais, puisque vous avez écrit aussi dans une optique européenne, Podemos pour une autre Europe, quelle est la position de l'Union européenne par rapport à un parti comme celui-là? C'est de dire c'est un parti finalement très européen sur lequel on peut miser pour régionaliser l'Europe, ou bien on a affaire à un parti
populiste qui met en danger les institutions européennes. Alors, les institutions européennes, je me demande si elles ont une logique interne. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont, dans le cas qui nous intéresse, celui de la Catalogne, être un allié de ce qu'on appellerait chez nous les souverainistes, puisque le principal argument de ceux qui veulent défendre l'unité de l'Espagne, c'est de dire que la Catalogne quitterait la zone euro si la Catalogne faisait sécession. Donc, curieusement, pour une fois, les institutions européennes sont un grand allié de défenseurs de l'unité de l'Espagne. Cela dit, oui, on sait que les institutions européennes ont toujours joué sur les autonomies. En l'occurrence, je ne pense pas qu'elles jouent le jeu honnêtement, de Podemos. C'est pas l'impression que j'ai. Comment un tel parti est-il perçu ? Il fait très peur, bien sûr. On a quand même, rappelez-vous, qu'avaient défilé à Bruxelles au début de l'été tous les opposants à Tsipras. Oui. Pablo Iglesias était le candidat du groupe des gauches unies européennes à l'investiture du Parlement européen, et qu'il n'hésite pas à parler de néocolonialisme à l'égard des institutions européennes. Ouais, là aussi, des paroles extrêmement claires. Voilà, c'est un discours national qu'au front de gauche, on n'entendrait pas, ni chez Besancenot. Besancenot, il aurait pu être le Pablo Iglesias français. Rappelez-vous, un jeune homme brillant, intelligent, sachant parler dans les médias, parce que c'est un enfant de la télé, Iglesias aussi, qui fait des millions de voix. Mais il n'en a rien fait, parce qu'il ne s'est dégagé ni de sa vieille hiérarchie, ni de sa symbolique. Il est resté stalinien, il est resté, dans son esprit. Dans un cadre ancien, enfin, je ne sais pas si ça lui fait plaisir si on lui disait cela, mais en tout cas... Donc, la dimension nationale, elle vient d'Amérique latine, en fait, où là, la dimension nationale, elle peut être assumée par la gauche, parce qu'il y a un grand ennemi, il y a un grand méchant loup étranger que sont bien sûr les États-Unis, qui font qu'on peut se réclamer de la souveraineté, du patriotisme. Moi, j'étais dans les rues de Madrid le 30 janvier dernier, dans cette grande marche du changement, comme une manifestation, parce que on parlera peut-être de la différence avec le Front National, mais le Podemos, c'est un mouvement qui est connecté avec le mouvement social. On ne verra jamais la jeune Maréchal Le Pen, manifester avec les licenciés de chez Renault ou d'ailleurs. Le discours faisait de claires allusions à la guerre contre les Français de 1808. C'était le Madrid, c'était un appel à l'esprit du Madrid de 1808 contre les incursions étrangères qu'on entendait. Donc là, il y a une dimension très intéressante qui est, bien sûr, qui moi m'intéresse dans ma recherche d'éducation à l'interculturalité. Christophe Barret, quelles sont les racines intellectuelles de Podemos ? S'il y a des figures à essayer de comprendre. On peut essayer de comprendre. Il y a une grande figure qui est Ernesto Laclau, qui est un néo-marxiste, qui est décédé en 2014 et auquel Íñigo Errejón, qui est le numéro 2 de Podemos, alors les gens de Podemos sont des gens très jeunes, je l'ai dit, et qui sont tous madrilènes. C'est aussi intéressant dans la question catalane dont on parlait tout à l'heure, parce que au départ, ils n'étaient pas si pro-indépendantistes que cela. Quand on regarde leurs vieilles vidéos, qui sont encore sur YouTube, des émissions qu'ils faisaient il y a quelques temps, quelqu'un comme Íñigo Errejón était clairement contre l'indépendance catalane. Aujourd'hui, il s'est rangé à la ligne du parti, comme on fait quand on est discipliné. J'en ferai autant, et il défend un petit peu ce droit à décider, qui n'est pas prévu par la Constitution, c'est le problème. Alors, ce jeune Íñigo Errejón, il a fait sa thèse, donc justement, sur la manière dont le parti d'Evo Morales a pris le pouvoir en Bolivie, et son maître à penser, c'est Ernesto Laclau, et sa compagne, que j'ai vue cet été à Madrid, qui est intervenue avec Íñigo Errejón au cours de l'université d'été de Podemos, qui a publié un petit livre avec Íñigo Errejón, et qui donc lui prône ce combat pour l'hégémonie culturelle qui était déjà l'idée principale de Gramsci, le grand marxiste italien. Là, je vous renvoie au petit livre de Gaël Broussier dont on parle beaucoup, même dans d'autres sphères, Demain Gramsci, à lire absolument. Et Ernesto Laclau, lui, qu'est-ce qu'il ajoute par rapport à Gramsci ? C'est une hégémonie culturelle qui joue le jeu des institutions. On ne va pas remettre en cause 150 ans de démocratie bourgeoise, comme il dit, pour prendre le pouvoir. Donc cette lutte pour l'hégémonie, donc, elle part du principe qu'il ne sert à rien de conquérir le pouvoir, de gagner les élections, si on n'a pas gagné bien sûr les esprits avant. C'est le combat qu'a fait Syriza en Grèce aussi. On s'est beaucoup interrogé, ça peut intéresser vos auditeurs, pourquoi Syriza ne s'en prenait pas à l'église,
parce que l'Église, elle est très populaire en Grèce, parce que l'Église, elle a une fonction sociale très importante, et que on va pas bêtement se mettre à dos, pourrions-nous dire, la moitié de la population pour des questions secondaires, où on ne va pas aller contre le sens commun, ce qu'on définit comme le sens commun, c'est-à-dire l'ensemble des idées les plus communément admises par la majorité des gens. Et c'est la même chose en Espagne. Donc c'est un petit peu la même chose en Espagne, c'est la même recherche de lutte pour l'hégémonie qui est menée. Et cette hégémonie, alors ça c'est une première figure, il y en a une autre. Alors il y en a une autre, c'est Chantal Mouffe aussi, donc je vous parlais de Chantal Mouffe, qui moi m'a intéressé parce que c'est elle un petit peu, elle est belge, elle est donc francophone, donc c'est elle qui peut, parmi les inspirateurs de Podemos, je ne sais pas si elle joue un rôle très actif du reste dans leur réflexion politique, stratégique quotidienne, je ne pense pas, mais théorique en tout cas, oui, très importante. C'est elle qui peut le plus faire justement la comparaison avec le Front National, avec le développement de populisme donc, qui se passe ailleurs. Donc j'ai commencé à parler du populisme de gauche, ancré sur le mouvement social. Chantal Mouffe voit dans les gens d'extrême droite, chez nous, derrière nous, des Gramsciens de droite, c'est-à-dire elle les appelle comme ça. Elle rappelle dans le petit livre qu'elle a fait avec Inigo Errejón que ces gens organisaient des colloques, la nouvelle droite dans les années 70 organisait un colloque sur Gramsci. Bien sûr, pour elle, la différence, c'est que cette extrême droite, elle est dans la manipulation des affects de masse, elle n'est pas connectée au mouvement social, elle est identitaire. Et le populisme de Podemos, lui, c'est un populisme contestataire qui est donc un populisme de gauche avec ses objectifs donc de société autorégulée, internationaliste et antiraciste, ce qui fait quand même une grosse différence avec l'extrême droite. Donc voilà. Donc les deux mouvements ne sont pas évidemment connectés, mais ils ne sont pas comparables. Mais c'est vrai que Pablo Iglesias a tout de même déclaré dans un grand journal anglo-saxon, c'est vrai que le Front National et nous et d'autres mouvements sommes l'expression d'un désenchantement vis-à-vis de la politique. Et c'est vrai que Pablo Iglesias, comme Marine Le Pen, joue, au moins jusqu'à maintenant qu'il est élu, joue le rôle de tribun du peuple, cette fonction tribunicienne qui était analysée par les populistes, qui existe. Alors élu parce que bien sûr, au moins en Espagne, on bénéficie du scrutin proportionnel qui permet à tout le monde d'entrer au Parlement. C'est la grande différence. Si on doit faire des projections, des scénarios à partir de ce que l'Espagne vient de vivre, est-ce que la situation peut produire chez nous? Non, c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. Et justement, le poids du Front National maintenant est tel, il plombe tellement la vie politique que on ne voit pas comment s'y prendre. Mais bon, on est en démocratie tout de même, nous sommes de vraies démocraties. Et là, personne n'empêche les gens de s'organiser, de créer des choses. Alors, à votre avis, Christophe Barret, est-ce que l'Espagne est un pays aux institutions plus solides que les nôtres ou plus fragiles? Je dis plus solides parce que la monarchie, vous l'avez dit tout à l'heure, mine de rien, c'est quand même ce qui fait l'unité de l'Espagne. Tout à fait, et même Felipe Podemos avait le blason. L'accepte. Oui. Et chez nous, il n'y a pas de monarque, on le sait bien. Ce qui un arbitre, pas très arbitre. Voilà, mais la République est quand même très centralisatrice et très, très autoritaire, d'autant plus peut-être qu'elle manque justement d'une figure qui s'incarne. Oui. On parlait du régionalisme tout à l'heure, c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Il est très difficile de comparer effectivement et de comprendre toujours ce qui se passe en Espagne. Parce que c'est vrai qu'en Espagne, ce sont les républicains qui vont être les plus autonomistes et en France, c'est encore certains mouvements monarchistes qui vont être régionalistes ou qui vont défendre les traditions anciennes. Donc en Espagne, c'est pas ça. Vous avez en Catalogne un parti d'extrême qui s'appelle la CUP, les candidatures d'unité populaire, qui pensent que pour réaliser le socialisme, il faut avoir sa république. Et donc la république qui est le plus à même de se réaliser pour eux, c'est la République catalane. Donc on est dans un schéma national tout différent. Alors on parle de nation, on parle de plurinationalité, autant de concepts qu'on a du mal à comprendre. On ne voit pas, nous, comment peut exister une nation à l'intérieur de la nation. Nous sommes là dans les passions espagnoles, tout simplement d'un État qui n'a pas été centralisé comme le nôtre. On s'en prend encore en Catalogne au Bourbon, justement, la figure du Bourbon. Ça tombe bien pour eux, parce que Felipe VI, il porte le numéro d'après le Felipe V, qui a fait la conquête de Barcelone, qui a battu Barcelone au XVIIIe siècle, en 1714. Et les Catalans vous disent, quand vous allez là-bas, moi je suis historien, j'écoute tout le monde, on vous dit, mais voilà, la Catalogne, elle aurait pu vivre le sort du Portugal, et puis l'Europe s'en porterait pas plus mal. Et puis en Europe, il y a des petits pays comme le Danemark qui fonctionnent très bien, ou la Hollande. Qu'est-ce que vous avez à avoir peur de nous? Pourquoi pas? Voilà. Ça, c'est une perspective qui vous semble
ouverte à mesure que les partis de gouvernement s'affaiblissent ? Je ne crois pas, parce que d'abord, cette constitution que personne ne remet en cause ne permet pas la tenue de ce genre de référendum. Alors il y a une petite discussion juridique entre les gens de Podemos et d'autres pour dire, mais vous savez, on fait toujours dire quand on le veut parfois. Comme disait Churchill, on peut tordre un petit peu... On peut tordre des statistiques, disait-il. Parfois, les textes, on peut aussi les interpréter pour permettre ce référendum. Le débat, il se fait sur référendum uniquement en Catalogne ou référendum sur toute l'Espagne. Les socialistes disent, s'il doit y avoir référendum sur le sort de la Catalogne, c'est tout le monde qui doit voter. Bien sûr, là, il n'y a rien qui se passe. Le débat, il est là. Podemos, c'est pour un droit à décider. Quelle est l'assiette du vote, en fait ? Voilà, sur l'assiette du vote. Et là, il n'y a aucune chance pour que la Catalogne accède à l'indépendance. Voilà. Il y a un clivage... Et puis, non, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a une courte majorité encore dans l'opinion catalane pour le maintien des choses, pour le maintien de l'unité de l'Espagne, mais qu'au Parlement régional, au Parlement de la Generalitat, il y a une majorité de députés indépendantistes. Et c'est ça, cette double légitimité qui est dangereuse. C'est ce qui se passe au début de la Révolution française. Il y a la légitimité du roi, puis il y a celle du peuple, des représentants, des élus, des représentants du peuple. La nation. Quand ça ne coïncide plus. Et quand ça ne coïncide plus, c'est là que les choses s'aggravent, et ça peut s'aggraver. On ne sait pas. Christophe Barré, vous avez dit donc Podemos, c'est pro-européen. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu énorme sur le sujet ? Parce que on a tendance à dire, on le dit quand même assez régulièrement sur notre antenne, il y a un clivage fort aujourd'hui entre les pros et les anti-européens. L'Europe est un facteur de positionnement, de division entre ceux qui la soutiennent et ceux qui la dénoncent. Est-ce que le fait d'être pro-européen, d'être pour ce que préconise l'Union européenne, n'est pas un petit peu contradictoire avec la logique contestataire, dans la mesure où le pouvoir aujourd'hui est largement européen ? Oui, on peut dire que... C'est quand même curieux de se dire, je m'insurge, je m'indigne, et en fait, je soutiens le pouvoir qui me dirige. Les gens de Podemos Alors, les dirigeants de Podemos, on a parlé de quelques-uns. Il y a donc Pablo Iglesias, Íñigo Errejón. Il y a une autre professeure de la faculté de sciences politiques de l'Université Complutense de Madrid, qui s'appelle Carolina Bescansa. Il y a Juan Carlos Monedero. Alors, ça fait beaucoup de monde, mais disons, Pablo Iglesias, c'est le plus ambitieux, Íñigo Errejón, c'est le plus intelligent, Monedero, c'est le plus radical, c'est lui qui va parler de l'établissement d'un léninisme aimable, par exemple. Ces gens-là sont tous sont des politologues, sont des professeurs de sciences politiques. Ils ne sont pas économistes et ils n'ont pas franchement eu le temps de réfléchir. Ils vont l'avoir maintenant. Pas Monedero, qui n'a pas été élu député, mais ils vont avoir le temps, justement, de faire ce qu'ils appellent un travail parlementaire, de se renseigner, d'étudier la question européenne, la question peut-être d'alternatives politiques, économiques. C'est vrai que pour un marxiste traditionnel, outre l'outrecuidance de ces jeunes gens qui mettent en péril l'appareil avec une démocratie assez relative, le mouvement est quand même bien tenu. Il y a un petit comité d'exécutif, donc comme dans toutes les formations politiques, de 10 personnes qui décident du calendrier et du budget. Mais enfin bon, le fonctionnement est quand même bien plus démocratique que le mouvement 5 étoiles, par exemple en Italie, où là il y a des liens de fidélité qui sont impressionnants. Ce mouvement, il n'a pas pensé le fait économique. Un marxiste pourrait être révulsé par le fait que voilà, on ne pense pas au rapport de force économique dans la société, à la domination économique des classes bourgeoises ou sur la manière dont l'économie fonctionne, ou avec un projet économique à la clé. Autrefois, c'était la nationalisation. Aujourd'hui, c'est vrai que Podemos, qui vient d'engager Thomas Piketty, l'économiste qui, dans un comité d'experts, c'est une démocratie participative, ça finit souvent des comités d'experts quand même, c'est un danger. Manque de pensée de l'État, de l'organisation. Où va-t-il ? Est-ce que entre les nationalisations prévues au départ, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe d'être très attaché à la question sociale et en même temps de ne pas avoir pensé l'économie à l'échelle européenne, ou l'angle mort de la question européenne. Voilà. Alors, corps défendant, c'est vrai que le programme de Podemos, il est élaboré donc dans ces cercles, il remonte, il a mis très longtemps à remonter. Ce qui était intéressant à l'université d'été de Podemos cet été, c'était d'entendre un débat au sujet de l'euro, parce qu'on en discute quand même, pour ou contre.
Et là, ils ont on parle de l'Europe, il y a une jeune gauche radicale marxiste qui émerge en Angleterre, par exemple, autour de la figure de Owen Jones, qui écrit un livre très intéressant qui s'appelle The Establishment, sur l'histoire des classes dominantes britanniques, qui lui va probablement prôner le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni, mais que lui, comme gauchiste, il va appeler le left exit, c'est-à-dire une sortie de droite, parce que bien sûr l'euro plombe de gauche, plombe le nom de gauche. Podemos n'incarne pas encore de nom de gauche à cette Europe. On est dans l'entre-deux. Ils n'ont pas poussé la réflexion sur l'euro. Pablo Iglesias, pour connaître la pensée de Pablo Iglesias, son article le plus important à lire, il a été publié dans la New Left Review, qui était traduit en espagnol l'été dernier, et dans lequel il ne parle que de la conquête hégémonique au sein du Conseil européen. Et ça, je n'y crois pas, puisque la Grèce a été mise à genoux sur ce sujet. Mais voilà. Donc là, il va devoir réviser sa stratégie. Exactement. En tout cas, il a une stratégie en fait un peu d'entrisme. L'idée que l'Espagne a beaucoup gagné avec l'Europe quand même depuis les années 80. Oui. On ne peut pas aller contre le sens commun qui est pro-européen. Et c'est ce qui la distingue peut-être d'autres. Et c'est ce qui ressemble aussi à ce qui se passe chez nous. Dès qu'on parle de sortie de l'euro chez nous, tout le monde se dit, mon Dieu, c'est l'apocalypse. Mais bon, voilà, c'est ça le sens commun. C'est une politique aussi des petits pas. On suivra Podemos, bien sûr, pour une autre Europe aux éditions du CERF. C'est Christophe Barret. J'aimerais que vous me parliez, il nous reste à peu près 1 minute 30, Christophe Barret. Alors, rien à voir de ce que l'on peut faire aux archives nationales où vous travaillez. Parce que vous travaillez beaucoup à transmettre le goût de l'histoire. Oui. Auprès des plus jeunes. Auprès des plus jeunes, moi je travaille dans un service éducatif qui a été créé il y a 50 ans par Régine Pernoud, qui était la spécialiste de Jeanne d'Arc, et qui avait fait un grand voyage d'études aux États-Unis, qui avait observé là-bas comment on accueillait le public scolaire dans les musées états-uniens. Et quand elle est rentrée, donc, elle a créé le service éducatif des archives nationales, dont on avait expérimenté aussi un petit peu le fonctionnement dans des services éducatifs d'archives départementales, ce qui fait que, oui, on est dans un pays en France où on a déjà fait venir des élèves dans des archives. Donc on peut y aller, on peut aller vous voir. On peut aller nous voir et voir des documents originaux, c'est ça ces magnifiques bâtiments des archives nationales. Oui, sur 2 sites maintenant, à Paris, dans le centre du Marais, et à Pierrefitte-sur-Seine, au terminus de la ligne 13, dans un site qui nous fait plus penser au monde secret de James Bond qu'au grand dépôt à la Harry Potter. Voilà, on terminera sur cette comparaison cinématographique. Merci Christophe Barret de nous avoir éclairé sur la réalité de Podemos, phénomène espagnol. À bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Merci Louis. Merci Louis. Merci Louis. Merci Louis. Merci Louis. Merci.